Donc on va commencer la première vidéo concernant le cours, concernant la suite du cours, par le chapitre 4, chose que j'ai déjà travaillé avec le groupe A, et j'ai aussi entamé la première partie avec le groupe B et C. Alors on va commencer par un exemple introductif. Donc je considère une entreprise E1 qui fabrique deux produits P1 et P2 en utilisant trois matières premières, M1, M2, M3. Et pour le produit P1, on a besoin de 2 tonnes de M1, 1 tonne de M2 et 3 tonnes de M3. Pour le produit P2, on a besoin d'une tonne de M1, 3 tonnes de M2, 4 tonnes de M3. Et on dispose de 50 tonnes de M1, 25 tonnes de M2 et 60 tonnes de M3. Alors le bénéfice unitaire par produit est de 5000 unités monétaires pour le produit P1 et de 2000 pour le produit P2. Bien évidemment, l'objectif c'est de trouver quelle est la quantité à fabriquer de P1 à P2 afin de maximiser le bénéfice de cette entreprise. Cela peut être résumé par un tableau qui simplifie les choses et on peut le modéliser sous forme d'un programme linéaire. Donc ce programme linéaire c'est maximiser la fonction bénéfice qui s'écrit sous forme de Z égale 5000 x1 plus x 2000 x2 avec trois contraintes concernant le stock qu'on a. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser les 50 tonnes qu'on a de M1, il ne faut pas dépasser les 25 tonnes de M2, il ne faut pas dépasser les 60 tonnes de M3. Sachant que je consomme 2 tonnes par produit P1 pour la matière première 1, et je consomme 1 tonne par produit P2 pour la matière première M2, ce qui fait 2 fois x1 plus 1 fois x2 doit être inférieur ou égal à 50. De même pour les trois autres contraintes. Sans oublier la positivité des variables, c'est-à-dire x1 et x2 sont positifs. Alors ce problème est facile à résoudre avec la méthode simplex. Maintenant on va supposer la situation inverse, c'est-à-dire que vous avez une entreprise O2 qui ne désire pas acheter le produit P1, P2, mais plutôt désire acheter la matière première M1, M2, M3. Et pour cela, donc, il doit proposer un prix. Donc, il doit proposer un prix d'achat Y1, Y2, Y3 par matière première. Donc, on dispose de trois matières premières, M1, M2 et M3. Donc, on doit prouver quel est le prix de M1, quel est le prix de M2, quel est le prix de M3. Donc, du coup, la fonction dépense ou bien coût pour l'entreprise E2, c'est 50 fois Y1 plus 25 fois Y2 plus 60 fois Y3, ce qui fait tout simplement le prix unitaire fois la quantité. Bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un coût, puisqu'il s'agit d'un prix qu'on va payer, donc il faut le minimiser. Alors, ce prix, il n'est pas choisi d'une façon arbitraire, mais de façon à convaincre, ou bien à réussir à satisfaire les besoins de l'entreprise 1, à céder ses matières premières E1, M1, M2, M3. Et cela en assurant tout simplement le prix, le bénéfice unitaire par produit P1 P2, ce qui revient à faire 2Y1 plus Y2 plus 3Y3 doit être supérieur à 5000, c'est-à-dire le bénéfice par produit P1, et de même Y1 plus 3Y2 plus 4Y3 doit être supérieur à 2000, qui est le bénéfice de Y3. Donc si on revient en arrière, on constate que ces coefficients, ce n'est rien que les coefficients qui composent le produit P1 et les coefficients qui composent le produit P2, ce qui fait que ça fait Y1 plus 3Y2 plus 4Y3 doit être supérieur à 2000. Sinon, il n'y a aucune raison pour que l'entreprise E1 cède son stock. Donc, on obtient un autre programme linéaire. Ce programme linéaire est différent du premier. Donc, c'est un programme de minimisation avec deux contraintes et non pas trois. Si on compare les deux problèmes, alors ils ne sont pas tellement différents parce que le premier on l'appelle le primal et le deuxième on l'appelle le dual. Donc, plutôt le dual associé. Ça veut dire pourquoi c'est associé. Donc là, on a marqué en rouge les coefficients de la fonction objective, qui deviennent de l'autre côté les coefficients du second membre. Et en bleu, les coefficients du second membre pour le premier, qui deviennent les coefficients de la fonction objective du deuxième. Si, concernant la matrice A du premier P, ce n'est que la matrice transposée du problème 2, c'est-à-dire dual D. Et donc, du coup, on obtient la relation suivante. Pour le premier problème, on a une matrice A et un vecteur P et un vecteur C, et on a une fonction Z à maximiser qui s'écrit sous forme de C transposé X, avec AX inférieur ou égal à P. Et pour la deuxième matrice, on a A' et une fonction W à minimiser qui s'écrit sous forme de C' Y, avec A'
y supérieur ou égal à B'. Mais si on regarde bien A', ce n'est rien que A transposé, et B' c'est C, et C' c'est B, ce qui donne une relation de transposition entre les deux problèmes. Alors, ce qui revient à généraliser le résultat en disant que, enfin, en constatant que un problème primal, ils sont duals, sont liés par les relations simples. C'est que le problème de maximisation devient un problème de minimisation, le nombre de contraintes devient un nombre de variables, et le nombre de variables devient un nombre de contraintes. Et bien évidemment, la matrice transposée pour le problème dual, c'est la matrice initiale du problème primal. Alors, comme il s'agit d'une transaction entre deux entreprises, E1 et E2, ça veut dire que le prix que E2 va payer à l'entreprise E1 représente le bénéfice de l'entreprise E1. Ce qui fait que quand la transaction est faite, le W min que va payer l'entreprise E2 est égal au Z max que va encaisser l'entreprise E1. Ce qui nous donne une relation très importante, c'est que à l'optimum, W min est égal à Z max. Ce qui est une relation très intéressante. Alors, si on regarde le formalisme matriciel, on a la forme canonique d'un programme quelconque, programme linéaire, c'est maximiser Z égale à C transpose X avec AX inférieur à B. X positif, bien évidemment. Quand on passe à son dual, ça devient minimiser W égale B transposé Y avec A transposé Y supérieur ou égal à C. En fait, c'est les mêmes coefficients, mais sans rédiger autrement, c'est-à-dire il y a une relation de transposition entre les deux problèmes. Alors, ce qui fait que ça nous fait cette relation entre les deux problèmes. Regardons un exemple. Si je considère la fonction suivante, maximiser x1 plus 3x2 avec x1 plus x2 inférieur à 14, moins 2x1 plus 3x2 inférieur à 12, 2x1 moins x2 inférieur à 12, et x1 et x2 sont positifs. Pour cette relation, on a le second membre, on a la fonction objectif, et on a la matrice. Il suffit de commencer par transposition. C'est-à-dire, je transforme max en min, et ça fait les coefficients de B, 14 fois y1 plus 12 fois y2 plus 12 fois y3, avec les contraintes y1 moins 2y2 plus 2y3 supérieur à 1, et y1 plus 3y2 moins y3 supérieur à 3. Et ça me donne tout simplement le problème dual associé. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple. Alors ici, il y a un petit piège. C'est que vous avez un problème de minimisation qui est écrit avec des contraintes supérieures et inférieures. Alors, pour bien écrire le problème et ne pas se tromper, on va le mettre sous forme de min Z égale C transpose X avec AX supérieur à B. Comme ça, on est tranquille. Donc, ça veut dire que je transforme cette contrainte en supérieure et celle-là en supérieure en multipliant fois un signe moins. Ça fait cela. Ça donne ce système linéaire. Donc, je multiplie fois moins à gauche et à droite et ça me fait supérieur. À partir de là, je peux passer à la transposition. C'est-à-dire que je transforme ma fonction en un max W avec le second membre qui devient coefficient de la fonction objective et les coefficients de la fonction objective qui deviennent second membre. Ça fait ce système-là, max W égale 10x1 moins y1, pardon, moins 8y2 moins 6y3 sous les contraintes 3y1 moins 4y2 moins y3 inférieur ou égal à moins 2. Et y1 plus 3y2 plus y3 inférieur à 9. Avec bien sûr y1, y2, y3 des variables positives. Alors là, il faut faire attention, c'est que ce système n'est pas rédigé sous la forme standard, ou plutôt il est rédigé sous la forme standard, sauf que pour dresser le premier tableau simplex, il faut s'assurer de la positivité des variables. Autrement dit, ici, je dois remultiplier encore fois un signe moins pour avoir un signe positif dans le second membre. Ce qui va rendre la contrainte sous forme de supérieur ou égal. Voilà. Donc pour ne pas se tromper, afin d'avoir toujours des solutions réalisables. Alors ce problème D2, c'est le problème dual du problème P2. Et si je calcule le problème dual de T2, je reviens en arrière et je trouve le problème P2. Et donc du coup, on peut conclure que le dual du dual, c'est le primal. Voilà. Donc d'une façon générale, cela revient à avoir cette relation suivante, c'est-à-dire maximiser devient minimiser. Les coefficients du second membre des contraintes, enfin les coefficients, le second membre des contraintes devient un coefficient de la fonction objective.
Les coefficients de la fonction objective devient un second membre du problème dual. Si on a m contraintes, cela revient à m variables pour le problème dual. Si on a n variables de décision pour le problème primal, cela revient à n contraintes pour le problème dual. Et si la IM contrainte du type inférieur ou égal, cela revient à la IM variable, il est positif. Et par conséquent, la JM variable supérieure à 0, cela revient à la JM contrainte et sous forme de supérieur ou égal. Voilà. Donc ça, c'est concernant le passage d'un problème primal à un problème dual.